Bienvenue à cette principale édition de la soirée dont voici le sommaire. Ce samedi 18 février et ce jusqu'à demain dimanche, militaires et paramilitaires votent. Un vote qui intervient une semaine avant l'ouverture officielle du scrutin. Dans ce journal, le reportage de nos équipes dans les centres de vote. 23 000 personnes sont concernées. On fera aussi le point sur l'état du fichier électoral. Le comité de veille en charge de l'audit a rendu public les principales conclusions après plusieurs semaines de conclave. Et puis, les populations du Nord Mali fuient plus que jamais vers la Mauritanie. Sur place, les combats opposent l'armée régulière aux rebelles Touaregs. Enfin, un grand format, comme tous les samedis, reparle des jardins polyvalents. Un concept donc qui met en exergue les femmes dans le maraîchage. Merci de nous rejoindre pour ce 20h. L'actualité principale de ce samedi, vous le savez, c'est le scrutin présidentiel. Il est ouvert aujourd'hui et demain aux militaires et paramilitaires. Et pour la deuxième fois dans l'histoire de notre pays, ils votent une semaine avant l'ouverture officielle du scrutin. L'une de nos équipes s'est rendue dans l'un des centres de vote au cœur de la banlieue de Dakar. Reportage signé Aline Badarakan. C'est le calme plat dans le seul centre de vote du département de Pikine réservé aux militaires et paramilitaires. Pas l'ombre d'une queue, les électeurs arrivent au compte-gouttes. Le dispositif est en place, les mandataires veillent au grain. Tout se passe normalement. Tout le matériel est en place, et le personnel aussi. Les différents représentants des partis sont en place. Pour le moment, ça se passe bien, la sécurité est là, donc il n'y a pas de problème pour le moment. Mais bon voilà, une fois dans le bureau de vote, certains électeurs cafouillent. Le vote pourtant facile est un vrai parcours du combattant pour certains. C'est normal, ils n'ont eu le droit de vote qu'en 2007. Ce devoir citoyen accompli, des réflexes bien militaires refont surface. C'est connu, l'armée c'est la grande muette. Difficile de leur tirer les vers du nez. Mais à force de persévérer, d'autres daignent enfin se confier à notre micro. Dans notre mission de chaque jour, on participe dans le développement du pays. Donc, c'est encore aussi possible de pouvoir choisir nos dirigeants. Je pense que c'est un acte qu'on nous reconnaît et je pense qu'on en est fiers. À ma grande surprise, je viens, je demande la queue, on me dit que passer directement. Ça veut dire que les gens ne sont pas venus voter. Et c'est pas bon parce que c'est un droit civique. Comme c'est un droit civique, il va falloir venir l'accomplir. La fierté, voilà le sentiment qui anime ces militaires et paramilitaires, heureux de participer au choix du prochain chef de l'État, le chef suprême des armées. Et a précisé Aline Badarakan qu'il y avait donc dans ce bureau, dans ce centre, 1928 électeurs. Et on rappelle que ce centre, eh bien, c'est l'école des martyrs de Touaregs. Et dès 8h, donc, les centres de vote ont accueilli leurs premiers électeurs. Au total, ce scrutin comporte donc, concerne 23 000 inscrits. Dans la capitale, on fait le point à l'école d'Ibindiaï, en plein centre-ville. C'est un reportage de Louis-Philippe Sagna. Située au cœur du plateau, l'école Bibindiaï est l'un des deux centres du département de Dakar à accueillir les militaires et paramilitaires. Ici, il y a 6 bureaux de vote pour 4 226 inscrits. Les militaires et les paramilitaires viennent voter. Vous remarquez également la présence de l'ensemble des membres du bureau de vote. Vous remarquez également les représentants des candidats à l'intérieur des bureaux. Vous remarquez également les mandataires sur le terrain. Vous voyez même des observateurs de l'Union européenne qui sont là. Je crois que toutes les conditions sont réunies et les choses se déroulent normalement. On ne nous a pas signalé donc d'incident et par rapport à ça, je crois que nous pouvons nous rassurer. Le vote se déroule dans le calme. Tout est en place pour l'accomplissement de ce devoir civique. Les dispositions matérielles sont prises par le ministère chargé des élections pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions matérielles possibles. Il y a de l'ordre, il y a de la discipline, il n'y a pas autour de moi de la contestation. Je pense que si on maintient la sécurité au sein des bureaux de vote et des lieux de vote, je pense que tout se passera dans de très bonnes conditions. Arrivé sur les lieux aux environs de 10h40, le haut commandant de la gendarmerie a fait la queue comme tout le monde.
Le général de division Abdoulaye Fall a voté comme tout citoyen sénégalais. Ce n'est pas le général, c'est Abdoulaye Fall qui est venu accomplir son devoir de citoyen. Donc par respect également à mes camarades que j'ai trouvés, je me devais de me mettre derrière eux. Je demande à mes camarades comme moi d'accomplir le devoir de citoyen, parce que je pense que l'élection d'un président de la République, c'est important pour tout citoyen. À partir du moment où ce devoir nous est accordé, nous devons l'accomplir comme tout le monde. 18h, c'est l'heure de la clôture pour ce premier jour. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer ce samedi le feront certainement dimanche, deuxième et dernier jour de vote pour les militaires et paramilitaires. Les militaires et paramilitaires donc qui votent en tenue civile. Et donc toutes les conditions sont réunies pour que ce scrutin se déroule dans la transparence. Et c'est en tout cas l'avis des représentants de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Pour plus de détails, voici Tommaso Caprioglio. Il est le chef adjoint de la mission. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour le Sénégal, aussi pour notre mission, parce qu'on a l'opportunité de suivre le vote des militaires du corps militaire et paramilitaire dans les pays, 23 003 inscrits. Donc actuellement, je suis ici avec mes collègues qui sont responsables du département de Dakar pour cette observation. On est ici dans ce lieu de vote, il y a 6 bureaux de vote, donc on est là depuis l'ouverture pour suivre les procédures du vote. Et tous nos observateurs sont déjà présents dans tous les départements pour suivre les votes aussi. Notre mission ici, comme vous savez, nous, on n'est pas seulement en train d'observer les scrutins d'aujourd'hui, on ne se limitera pas non plus à observer les scrutins du 26 février prochain. Comme vous savez, nous, on suit toutes les étapes du processus électoral. Notre mission est là présente et opérationnelle dans les pays depuis le 20 janvier dernier avec notre équipe cadre. Donc notre dispositif sera un dispositif de plus de 90 observateurs pour l'observation du scrutin du 26. Et dans ce sens, comme je disais, on est en train déjà d'observer étape par étape les processus, donc le cadre juridique, le cadre électoral, l'environnement des médias, n'importe quelle matière et quel domaine électoral nous intéresse beaucoup. Donc maintenant, comme vous savez, c'est aussi les périodes de la campagne électorale. Donc nos observateurs sont présents partout quand il y a des manifestations, quand les candidats font leur meeting. Donc on observe aussi ce genre de manifestations. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le vote des militaires et paramilitaires, un vote qui se poursuit jusqu'à demain, à rappeler que les civils sont appelés aux urnes dimanche prochain. Le fichier est conforme aux lois mais comporte néanmoins quelques imperfections. C'est là la principale conclusion du comité de veille et de suivi du fichier électoral. Face à la presse hier, la structure a apporté des éclairages notamment sur les dysfonctionnements notés dans le processus électoral mais aussi dans la distribution des cartes. On voit tout ça avec vous, Fatou Diouf. Globalement, 72% des recommandations issues de la mission d'audit du fichier électoral ont été appliquées, un chiffre non contesté par les membres du comité de veille, à savoir la société civile, l'administration, la Sénat, le ministère de l'Intérieur et toutes les coalitions de partis. Tout de même, des imperfections sont notées sur la qualité des cartes d'électeurs. L'explication est claire, c'est que dans beaucoup de cas, la personne qui était chargée de faire la photo n'a pas les compétences parfois parce qu'il fallait en faire vite et beaucoup, 5 millions de cartes. Donc certains ont été l'objet de précipitation. Dans d'autres cas, on a pris des gens pas compétents. Malgré la photo floue, les gens sont sur une liste avec leur numéro de carte d'identité et leur numéro de carte d'électeur. Donc dans le bureau de vote, ils ne peuvent pas voter s'ils n'ont pas la bonne carte d'identité avec le bon numéro et même si la photo est floue. Et sera vérifié par tous les candidats qui seront sur place ou les représentants des candidats. Donc, nous ne trouvons pas que ça soit quelque chose de grave pour l'instant. Une amélioration du système biométrique a été notée. Au total, 12 points figurent parmi les recommandations. Cependant, le comité de veille dit ne pas pouvoir y accéder. Nous n'avons pas le droit, à l'heure qu'il est, de pénétrer dans la boîte de la biométrie parce que ça appartient à son fabricant. L'inquiétude partagée par l'ensemble des partenaires reste la distribution des cartes d'électeurs, un stock important issu de la refonte totale de 2005-2006, de la révision de 2009 et du découpage administratif dort toujours dans les tiroirs. Il est important qu'on prenne les dispositions
pour faciliter en fait donc la distribution des cartes d'électeurs, conformément d'ailleurs à une disposition du code électoral qui prévoit la mise en place de commissions itinérantes qui se déplaceront pour aller vers les populations. Cela est valable à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Vous prenez un pays comme les États-Unis qui est assez vaste, on ne peut pas mettre en place des commissions partout, mais il faudrait bel et bien avoir des commissions qui vont effectivement circuler dans les États pour procéder donc à la distribution. Des modifications sont apportées sur la période de distribution, rassure le comité de veille. Au Sénégal, elle s'arrête la veille de l'élection, tandis qu'à l'étranger, les Sénégalais peuvent retirer leurs cartes le jour même du scrutin. Une semaine de prière pour la sauvegarde de la paix au Sénégal, c'est l'initiative entamée ce samedi par l'ONG JAM, Paix en Wolof. Et pour cela, l'éducation et la formation sont les outils mis en valeur pour cultiver la tolérance, la solidarité, la paix et aussi la justice. Autant de valeurs que prône l'ONG qui reste très sensible à la situation actuelle du pays. On parle de tout ça avec Oumou Kalsoum Sall. Le Coran récité cette fois pour la paix, rien que la paix. L'ONG JAM pour l'éducation et la formation, constituée de 21 daras coraniques, démarre ainsi une semaine nationale de prière. Faire de sorte qu'il y ait une cohésion sociale pour que les enfants, que toute personne, que tout Sénégalais puisse s'épanouir normalement. Nous nous conformons simplement à nos objectifs qui consiste à œuvrer pour la paix. Et la paix, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous, Sénégalais. Créée depuis 1996, l'AGF compte s'impliquer pleinement dans l'émergence du pays. Les membres de l'association qui se veulent neutres et loin des prises de position partisanes appellent au calme. Que les acteurs politiques, que certains de la société civile cessent de se faire peur et de faire peur à la population, de prôner le dialogue. Le dialogue que tout le monde connaît, qui est une valeur fondamentale au Sénégal. Que les gens s'assoient, se parlent franchement et cessent de se faire peur parce que le Sénégal, il ne faut pas jouer avec. Les 21 daras qui constituent cette association vont chacun réciter 7 fois le Coran pendant 7 jours. Des causeries axées sur la paix et la justice sont aussi organisées. Et vous en parlez dans les titres sur le continent, le Nord Mali, toujours théâtre d'affrontements entre l'armée et les rebelles Touaregs. Conséquence, les populations fuient en masse. Et leur première destination, c'est la Mauritanie. Le nombre de réfugiés acceptés dans ce pays a doublé en 2 semaines. Il continue d'arriver, les réfugiés maliens en Mauritanie. En 15 jours, leur nombre a doublé. La Mauritanie est la première destination des 45 000 personnes qui ont déjà fui le Mali, bien avant le Niger et le Burkina Faso. L'afflux de réfugiés, signe d'une intensification des combats entre l'armée malienne et les rebelles Touaregs et d'une insécurité qui se généralise au nord du Mali. On a quitté le Mali parce qu'on sent qu'on n'est pas en sécurité. On remercie le bon Dieu, aujourd'hui on est en sécurité. Ce qu'on veut là, c'est qu'on finisse nos études. La guerre a tout détruit pour nous, notre avenir, tout. On veut une école spécialement pour les réfugiés. L'école, car l'installation pourrait bien être longue. À la demande du Haut Commissariat aux réfugiés, la Mauritanie a transféré les Maliens arrivés sur son territoire à 50 km de la frontière dans un camp qui a déjà servi dans les années 90. Un camp qui dispose des services sanitaires et des infrastructures d'hygiène. Après avoir critiqué en termes peu diplomatiques la politique du dialogue avec les rebelles Touaregs prônés par Bamako, Nouakchott affiche une volonté d'accueillir dignement chaque Malien réfugié. Tous les services qui peuvent vous soulager, nous allons les organiser, on va les voir. Je suis avec le ministre de la Santé, avec le commissaire aux droits de l'homme. Donc nous sommes venus pour ça. Pour nous, c'est d'abord votre dignité, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes déplacés pour ça. Le HCR aussi renforce son assistance. Des denrées alimentaires, des couvertures, des tentes ont été distribuées. Les réfugiés maliens s'installent en Mauritanie et nul ne sait pour combien de temps. À présent, la Syrie, les funérailles organisées pour les manifestants tués hier ont mal tourné. La police a violemment dispersé la foule. Bilan, 1 mort et 4 blessés. La répression survient au moment où le vice-ministre chinois des Affaires étrangères est en pleine médiation dans le pays.
Resté jusqu'ici plutôt imperméable aux violences, ce quartier résidentiel de Mazé en plein cœur de Damas est devenu en quelques minutes le théâtre d'affrontements inédits. Ce samedi, 15 000 personnes sont rassemblées pour les funérailles de manifestants tués la veille. Soudain, des coups de feu. D'après des témoins, les forces de Bachar al-Assad sont en train de tirer à balles réelles sur la foule. Des violences alors qu'à ce même instant, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères se trouve dans la capitale syrienne pour tenter une médiation. Je suis venu rencontrer les responsables syriens pour trouver une solution correcte à la crise. La Chine souhaite donc régler la crise syrienne à sa façon malgré les critiques de l'Occident et de la Ligue arabe. Zaïjoun a appelé le régime, l'opposition et les rebelles sans distinction à cesser immédiatement les violences, tout comme l'avait fait le ministre russe des Affaires étrangères il y a quelques semaines, lui aussi en visite à Damas. Mais ces deux alliés de Bachar al-Assad, qui étaient allés jusqu'à mettre leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU, semblent avoir bien peu d'influence sur le régime. Les bombardements se poursuivent encore dans la ville rebelle de Homs, où les forces loyalistes s'approcheraient du quartier de Baba Amer, victime depuis 2 semaines de pilonnage incessant. Retour à l'actualité nationale, à travers l'actualité de nos armées, avec l'installation d'un nouveau commandant de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis. Il a officiellement pris fonction. Le colonel Babacar Faye a été installé par le chef d'état-major général des armées. La cérémonie a eu pour cadre la place Faidherbe et Louis-Philippe Sagna. Tout un cérémonial à la place Faidherbe pour marquer un nouveau départ dans la défense de l'intégrité territoriale à Saint-Louis, Louga et Matam, les 3 régions du Nord qui partagent le même commandement. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le colonel Elhadji Babacar Faye, ici présent. Après avoir assuré ses fonctions avec abnégation, le colonel Maguedba passe de témoin à Elhadji Babacar Faye. Le nouveau commandant de la zone militaire numéro 2 aura sous ses ordres le 2e bataillon d'infanterie, le 22e bataillon de reconnaissance et d'appui, le 12e bataillon d'instruction, une compagnie du génie et bien sûr le Prytanée militaire. Du beau monde pour renforcer le concept armée-nation. La région est extrêmement importante dans notre architecture de défense puisque notre défense s'organise à partir et autour de la région. Donc, le premier responsable est le gouverneur qui est chargé de la coordination de tous les efforts non militaires de défense. Et un de ses principaux collaborateurs est le commandant de la zone militaire qui est responsable des aspects militaires de cette défense. Vous voyez donc l'importance qu'a la région, l'importance qu'a la zone militaire dans notre système. Un défilé bien rythmé a mis fin à cette fête de famille, un avant-goût en attendant le 4 avril. Et en attendant, on reste justement avec la Grande Muette qui vient de réceptionner 2 ambulances médicalisées, un don du mouvement pour la solidarité internationale. La cérémonie a eu pour cadre l'état-major Jai Diop en présence du Sous-Semga, compte rendu Tchorodjang. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne, a-t-on l'habitude de dire. C'est le viatique qui a guidé l'action du président du mouvement pour la solidarité internationale, un geste humanitaire composé de 2 ambulances médicalisées au profit des soldats et de leurs familles. Dans un élan de générosité et de patriotisme, M. Serigne Abdou Mbacké Ndao, président de l'ONG Mouvement pour la solidarité internationale, a bien voulu offrir aux armées 2 ambulances médicalisées. Au-delà du symbole, ce geste noble de haute portée civique s'inscrit dans la poursuite des nombreuses actions humanitaires initiées par M. Serigne Abdou Mbacké Ndao. Cet effort vient renforcer un autre consenti récemment au profit de l'hôpital militaire de Ouakam et du Prytanée militaire de Saint-Louis. Il s'agit de 2 ambulances et d'un bus pour le renforcement des unités opérationnelles de l'armée. L'homme est au début et à la fin de tout. Les forces armées sénégalaises le matérialisent de jour comme de nuit et nul ne me démentira. L'armée nationale, dans ses différentes composantes terre, air,
et maires, veuillez accepter, mon général, notre contribution citoyenne que nous venons de vous offrir. Ce geste de Serigne Abdou Mbacké Ndao vient renforcer le concept Armée-Nation, concept pour lequel le mouvement pour la solidarité internationale entend travailler au grand bénéfice des populations civiles et militaires. Allons maintenant à Kurtuba Ganda. Cette localité abrite le lieu de retraite du Khalife général des Mourides. Bientôt, il sera implanté un hôtel communautaire. Une délégation de l'AGETIP et du ministère de la décentralisation et des collectivités locales s'y est rendue à cet effet. C'était justement pour procéder à la pose de la première pierre du futur édifice. Son coût 40 millions de nos francs. Pape Madi Diop. Kurtuba Ganda est une bourgade logée au cœur du Baol. Kurtuba Ganda passe du statut de localité simple à chef-lieu de communauté rurale. Cela a été matérialisé par une cérémonie de pose de la première pierre de son hôtel communautaire. La maquette présentée, l'édifice dont le délai de livraison est fixé à 6 mois, sera réceptionné plus tôt que prévu. Le chef de l'État a donné des instructions fermes. Qui m'a demandé non seulement de lancer les travaux, mais de veiller à ce que les délais soient les plus courts possibles en vue de réceptionner ces travaux-là. Il m'a aussi demandé de veiller à ce qu'il y ait une installation solaire au niveau de l'édifice, que des aménagements spéciaux soient faits au point de conformer cet édifice-là à la dimension et à la valeur de cette localité. En plus de cela aussi, il m'a demandé de recueillir les besoins et des populations en matière d'épanouissement pour que l'on puisse prendre des mesures concrètes en vue de les satisfaire. Nous remercions le président d'avoir offert cet édifice à la localité. C'est une marque de considération, mais aussi de reconnaissance. Le village de retrait de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Khalife général des Mourides, verra bientôt son hôtel communautaire sorti de terre. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied. De gros moyens sont déployés. Serigne Moustapha Mbacké, fils non moins représentant du Khalife général des Mourides, et frères ont salué l'initiative et formulé des prières pour un Sénégal de paix. Pour la révision de certains accords de pêche, le cri du cœur est de Greenpeace. L'organisation dénonce entre autres le pillage des ressources halieutiques comme le poisson par exemple, ce par les flottes étrangères. Dans cette croisade, Greenpeace voit dans la même direction que les pêcheurs sénégalais. Daïdadia. Non au bradage du poisson sénégalais, un message de protestation contre la surexploitation des stocks de poissons dans nos eaux. Greenpeace Afrique mène cette campagne avec les pêcheurs locaux. Ces derniers assistent impuissants, selon Greenpeace, à la baisse considérable de leur capture en raison de la concurrence des chalutiers étrangers. Il y a le problème de la sécurité alimentaire qui est lié à la pêche. Il y a un problème d'emploi. C'est le principal secteur qui soutient l'économie de notre pays. Notre objectif, c'est que ces bateaux-là sortent de nos eaux. Le message de détresse est ainsi lancé. L'organisation environnementale compte accompagner ces pêcheurs et mener le plaidoyer pour la révision de certains accords de pêche. Nous faisons un constat fait par les scientifiques, et surtout ceux qui se sont réunis récemment à Casablanca au Maroc du 24 au 28 mai, sur le fait que l'état du stock des petits pélagiques est surexploité et nous devons pêcher, nous devons plutôt réduire l'effort de pêche. Au lieu de le faire, certains pays comme le Sénégal augmentent au contraire l'effort de pêche en donnant les licences de pêche à des grands chalutiers étrangers et nous nous disons ce n'est pas bon, nous devons écouter les scientifiques et nous devons faire les choses de la façon la plus durable pour le bien-être de nos populations.
Il est question de gestion durable des ressources pour ne pas compromettre l'avenir des générations futures. À bord de son bateau, l'Arctic Sunrise, Greenpeace sillonne les eaux sénégalaises pour mettre à nu le problème de la surexploitation des ressources marines par les flottes étrangères. Et puis ce samedi, prières et chants de gospel ont rythmé les funérailles de la star de la pop Whitney Houston devant 1500 invités. Les obsèques se sont déroulées dans le New Jersey, à Newark, ville natale de la chanteuse. La chanteuse et actrice est décédée, on le rappelle, samedi dernier, à l'âge de 48 ans. Les circonstances exactes de sa mort demeurent encore floues. On rappelle qu'elle a été retrouvée morte dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Los Angeles à la veille de la cérémonie des Grammy Awards. Et puis, comme promis, dans le sommaire, Grand Format revient ce soir sur un sujet déjà traité, le concept des jardins polyvalents. Celui-ci est mis en œuvre par l'agence nationale pour la Grande Muraille Verte sur le Ferlo, les localités de Wingu, Tingoli, Tessékéré, Lagdar et Amal l'expérimentent depuis longtemps déjà. Le maraîchage est maintenant une activité maîtrisée. Grand Format signé Ibrahima Diallo. Déterrer des pommes douces sous un soleil de plomb et dans un nuage de poussière, la scène se passe dans une zone hostile perdue dans le Ferro, à Labgar, dans la zone sylvopastorale. Dans le vécu quotidien de ces femmes, la récolte de la pomme de terre en pleine saison sèche relève d'une gageure. En consommer quotidiennement avec de la salade et des tomates fraîches, et surtout en pleine journée, de surcroît dans une famille bergère, ressemblerait pour les Rio à un conte de fées. Et pourtant, depuis un certain temps, cela fait partie des habitudes culinaires de cette belle dame. Si vous avez la paresse de préparer le riz, surtout le soir, vous vous rendez tout simplement au périmètre maraîcher chercher des légumes, c'est bon pour la digestion. Veuve, mère de 7 bouts de bois de Dieu, Aminata Takoba se rend souvent au périmètre maraîcher des femmes de Tessékéré et chercher des légumes pour sa famille. On venait tous les matins pour arroser le champ jusqu'à ce que nous avons obtenu ces résultats. Les légumes nous provenaient d'autres localités, mais maintenant, Dieu merci, on les cultive sur place. Nous cultivons de l'oignon, de la tomate, de la pomme de terre, de l'aubergine, etc. Ces jardins polyvalents jouent un double rôle. D'une part, ils constituent un cadre d'identification et de reproduction de plans de reboisement pour la Grande Muraille Verte. D'autre part, ils servent de périmètre maraîcher de production de fruits et légumes. Les actions de plantation nous permettent de recréer un environnement favorable au développement socio-économique des populations rurales et les actions de développement rural intégré accompagnent cette action de plantation. En ce sens que ces actions permettent d'assurer une productivité qui assurerait une augmentation des revenus des populations. À Labgar, tout comme à Amali, à Tessékéré et à Widu-Tingoli, l'impact de ces activités dans la vie des communautés locales est perceptible dans le cadre d'une amélioration du revenu des femmes et des conditions d'alimentation. Nous, les femmes de Labgar, nous avons ressenti l'impact du projet de la Grande Muraille Verte. Il nous a permis de cultiver la terre, d'améliorer nos conditions d'alimentation et surtout de gagner de l'argent. Par ailleurs, ces activités ont permis une certaine prise de conscience des femmes de leur possibilité à se prendre en charge et du rôle prépondérant qu'elles peuvent jouer dans le développement de leur localité. Avant, on mangeait des légumes pourris. Aujourd'hui, cela est révolu. Nous consommons des légumes frais. Le changement de mentalité a induit le changement de comportement et que les populations actuellement développent vraiment des actes éco-citoyens. Dans ces espaces conçus pour être le réceptacle du maraîchage et de l'arboriculture, se développe toute une dynamique organisationnelle. On a formé les femmes aux techniques maraîchères. On a formé deux hommes, 2 jeunes, et on a aussi une fille qui est formée en horticulture, qui les encadre. Et plus tard,
on va former un lot de 5 personnes sur le système goutte à goutte, ce qui les autonomise en termes d'entretien, en termes de réparation. Tout en créant et consolidant une ligne de défense par des activités de reboisement et d'aménagement, la Grande Muraille va ainsi contribuer efficacement au développement intégré des zones rurales traversées. La finalité, c'est de permettre à ces populations de créer des emplois ruraux, donc de lutter contre l'immigration. La finalité, c'est de permettre à ces populations de développer de nouvelles filières, des filières non traditionnelles qui jadis n'avaient pas trouvé de financement, mais que ces populations arrivent à intégrer, à développer pour pouvoir quand même développer l'entrepreneuriat rural. La finalité, donc, c'est d'augmenter la richesse au niveau rural, dans un cadre de développement rural intégré et équilibré. Face aux défis environnementaux liés en grande partie au changement climatique et aux effets récurrents de la désertification, ce projet transcontinental vient à son heure contribuer positivement à une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles africaines et dans la même foulée participer activement à la lutte contre la pauvreté sur le continent. Grand format, toujours une bouffée d'oxygène le samedi soir sur RTS1. Les autres rendez-vous sur RTS1, ne ratez sous aucun prétexte la soirée exceptionnelle avec Aïni Mbout. Ce sera aux environs de 22h. Bien avant cela, à 21h, retrouvez la deuxième partie, la deuxième tranche du journal de la campagne avec Seynabou Diop-Sow. Et dans l'édition du sport, eh bien, un jeune homme au sourire charmeur, Ibrahim Mboum, s'appelle, vous donne rendez-vous pour les dernières informations de la soirée. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h et bien avant à 15h sous un grand format. On reviendra sur la libération des emprises de l'autoroute à péage. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Dimanche 19 février, Point de vue reçoit Modi Guiro, secrétaire général de la CNTS. Entre autres questions, le climat social en cette période électorale, le volet social du discours de campagne. Suivez Point de vue dimanche 19 à partir de 14h sur la RTS.